Dimitri Soudas, Antonine Iaccarini, qui ont écouté comme vous donc ce point de presse de Pierre Poilievre. Dimitri, on disait avant même qu'il commence à parler, M. Poilievre, que ce serait l'une de ses critiques, qu'au fond, on avait signalé que Mark Carney aurait sûrement envie de signaler une rupture avec le camp Trudeau, et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, selon M. Poilievre. Bien, je pense que quiconque qui regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, ils ont de la misère à trouver la rupture. J'irais plus loin que M. Poilievre, incluant M. Carney, qui était le conseiller principal de Justin Trudeau depuis les 5 dernières années, a été assermenté premier ministre. Là, je sais que le temps presse, donc je vais aller très rapidement. Mes grandes déceptions aujourd'hui. Je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas comment on a pu exclure Mark Miller et le ministre Duclos du cabinet ministériel. Dimitri, Mark Miller étant un ami très proche tout de même de Justin Trudeau, vous ne pensez pas que c'était justement là l'un des objectifs d'essayer de marquer en partie cette rupture? Ils le sont tous des amis proches de Justin Trudeau. Dominique Leblanc, Mélanie Joly, Bill Blair, Chrystia Freeland, l'ami proche de M. Trudeau lui-même, M. Carney. Arrêtons d'essayer de trouver quelque chose quelque part qui nous dit que ça, c'est un nouveau gouvernement. En termes des visages qui sont assis, les visages que les Canadiens vont voir, c'est les mêmes personnes. Donc, là où j'ai une bonne note à donner, puis je dois donner au moins une bonne note, c'est Dominique Leblanc. C'est le ministre le plus compétent de ce gouvernement. Mélanie Joly est déçue aujourd'hui. Pourquoi? Malgré le fait qu'elle garde le titre de ministre des Affaires étrangères, ce qu'elle souhaitait avoir, c'était d'être la lieutenante politique du Québec. Elle ne l'a pas eu. Pourquoi? Pour ses ambitions futures de devenir chef du parti. Et deux, elle perd la responsabilité des relations canado-américaines. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que je dirais, puis je viens de regarder la conférence de presse de M. Poilievre avec vous, je vous dirais que M. Poilievre doit peut-être s'acharner beaucoup moins sur la taxe sur le carbone et beaucoup plus sur son plan. Et il a un plan. Il devrait marteler son plan pour rendre le Canada moins dépendant des États-Unis. En tout cas, au sujet de la taxe carbone, c'est sûr qu'il n'aura pas le choix, Antonine, que de changer de message. Il a tenté, en point de presse, de nous convaincre que l'équipe de Mark Carney n'allait pas réellement mettre de côté la taxe carbone, alors qu'on a signalé qu'il y aurait des mesures qui seraient prises dès aujourd'hui. On lui a, et d'ailleurs, on lui a posé la question, est-ce qu'il s'est fait couper un peu l'herbe sous le pied, selon vous? Oui, puis pas seulement à cause de cette taxe carbone, parce que bien qu'on peut dire que c'est une opération de communication, bien qu'on peut dire que c'est encore toutes les mêmes personnes qui sont autour de Mark Carney, demeure que les électeurs semblent voir en M. Carney quand même quelque chose de différent. Les sondages sont à l'appui. Évidemment, ça peut être très temporaire, ça peut être très superficiel, tout ça, mais il réussit quand même à se démarquer de Justin Trudeau, même si on trouve que c'est un mirage et que sur le fond des choses, ça demeure un peu la même chose. Sur la taxe carbone, le message de Pierre Poilievre est intéressant. C'est sûr, ici au Québec, ça nous touche un peu moins comme tel, la taxe carbone, mais c'est un enjeu important sur la scène nationale. Et ce que Pierre Poilievre essaie d'expliquer, c'est quand même un peu compliqué pour le commun des mortels. Le message de Mark Carney est plus simple, voire simpliste, c'est-à-dire on va la laisser tomber, c'est terminé bientôt la taxe carbone, alors que M. Poilievre essaie de nous expliquer que la facture va de toute façon revenir vers les consommateurs, vers les électeurs. Mais je vois quand même dans le discours de M. Poilievre, c'est intéressant de l'avoir écouté au complet, dans un monde où on nous passe beaucoup des clips, où on voit passer des publications sur les médias sociaux. Des fois, on n'a pas tout l'ensemble de la vision. Il a quand même réussi, malgré quelques petites attaques un petit peu partisanes, comme il nous a habitués à le faire, à établir sa vision. J'apprécie le fait qu'il nous fait imaginer le Canada qu'il souhaite construire si jamais il devenait premier ministre, avec une belle maison qu'on est capable de s'acheter dans un quartier qui est sécuritaire. Ça, je trouve que c'était davantage de niveau premier ministre. Il a aussi eu la chance de parler de ses propositions, parce que pour apparaître comme étant un premier ministre, ce que Pierre Poilievre peine parfois à faire, étant donné qu'il fait très opposition, un peu bagarreur, un peu goon, pour
reprendre une expression anglaise. Là, il a réussi à parler de ses propositions. Donc, moi, je pense qu'on va avoir une très bonne campagne électorale, très intéressante. Les deux chefs vont devoir nous convaincre qu'ils sont les meilleurs, puis je sais qu'il y en a d'autres, mais évidemment, il y a moins de chances qu'ils forment le gouvernement, vont devoir nous convaincre qu'ils sont les meilleures personnes pour faire face à la crise, mais aussi à nos enjeux à l'intérieur du Canada qui sont un peu mis en veilleuse, mais qui vont de toute façon revenir à l'avant-plan tôt ou tard. Moi, j'ai l'impression que quand on entend effectivement, ça ressemble un peu à des promesses. Hein? Moi, je trouve que c'est un peu le signal qu'on se dirige effectivement vers cette campagne électorale. Dimitri, si on peut revenir sur la composition du Conseil des ministres, on disait qu'il n'y a pas énormément de changements comparativement à la composition auparavant. Par contre, là où il y a eu des efforts, c'est qu'on a tenté de réduire la taille. Il y a des choix aussi qui ont été faits, c'est-à-dire retirer... En fait, c'est un Conseil des ministres très ontarien, hein, avec à peu près le tiers aussi qui est du côté du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de la taille et de la composition de ce Conseil? Mais sur la taille, ce n'est pas un record. Et vous savez, j'adore les données, donc je suis allé regarder. Kim Campbell, son cabinet, 23. Jean Chrétien, 23. Stephen Harper, 27. Et Mark Carney, 24. Donc, c'est pas quand même historique. Là où je suis très déçu, c'est que M. Carney a abandonné la parité. Parité qui a été amenée par Justin Trudeau en 2015 on a 13 hommes, 11 et femmes. Maintenue. 13 hommes, incluant M. Carney, et 11 femmes. Donc, le principe de la parité et le même nombre d'hommes et de femmes au sein du cabinet ministériel a été abandonné par M. Carney. Et je pense que M. Poilievre devrait prendre la balle au bon là-dessus. Si c'était bon pour dire c'est 2015, c'est encore meilleur de dire c'est 2025. Bon, là, c'est une équipe qui est déployée en prévision des élections. Est-ce que vous pensez, Antonine, que c'est l'équipe qu'on verra aussi s'il devait y avoir un Mark Carney qui maintient, en fait, qui gagne ces élections et qui, par la suite, maintient cette taille? Et en même temps, est-ce que c'est soutenable à long terme lorsqu'on regroupe des charges de travail concernant, en fait, qui étaient effectuées auparavant par plusieurs ministres, et là, c'est une seule personne qui se ramasse avec tout ça? Est-ce que c'est soutenable à long terme? Bien, en termes de travail, oui, c'est soutenable parce qu'il y a plusieurs ministères qui avaient été morcelés en plein de petits morceaux et qu'on était rendu avec un énorme conseil des ministres. Je pense que c'est possible qu'ils grossissent un peu. Là, on veut envoyer un message d'efficacité, on s'en va en campagne électorale. La plupart des ministres ne vont pas accomplir des grandes choses dans leur dossier d'ici la composition d'un nouveau conseil des ministres. Mais de quoi aura l'air le Conseil des ministres d'un Mark Carney élu après une élection? On ne peut pas vraiment avoir de certitude parce que faire un Conseil des ministres, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Vous voyez, là, Dimitri est déçu parce qu'on n'est pas à la parité parfaite. On a des déceptions ici à Québec parce qu'on n'a pas de ministre et il n'y en a pas non plus dans l'Est du Québec, en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. C'est le vide total. Oui. Après ça, il y a une question de compétence, il y a une question d'affinité, il y a des gens à récompenser. Donc, de quoi aura l'air son cabinet après l'élection? On peut sortir nos boules de cristal, mais évidemment, s'il passe de 23 ministres à 35, ce serait un peu bizarre. On a entendu plusieurs... Oui, vous alliez dire, Dimitri? Oui, je voulais juste dire, un cabinet fédéral fonctionnel qui fait un job extraordinaire, c'est 25 à 28 ministres. Tout ce qui dépasse le 28, c'est juste pour distribuer des limousines. On n'a pas besoin de ministre pour les PME, un ministre pour regarder l'ensoleillement et de regarder le tourisme. Ça, c'est des portefeuilles qui sont créés juste pour rendre des gens contents. Un gouvernement réellement efficace, c'est 25 à 28 ministres. Bien, tiens, parlons-en d'un gouvernement efficace, Dimitri, parce que là, il y a un nouveau ministère qui apparaît, c'est celui de la transformation du gouvernement. Vous savez, ça nous fait penser au département de l'efficacité gouvernementale qui est à l'autre bord de la frontière. Est-ce qu'on a notre propre Elon Musk? C'est un peu ça la question. Mais je connais M. McKinnon assez bien. Je ne le comparerai jamais à Elon Musk. Mais est-ce que l'intention, c'est ça? C'est-à-dire de trouver des économies dans chacun des ministères et peut-être pas procéder à la tronçonneuse comme ce qu'on voit à l'autre côté de la frontière, mais est-ce que c'est l'intention? L'intention, on va seulement pouvoir la juger après la prochaine élection fédérale parce que je ne pense pas que M. McKinnon va livrer des résultats dans les 2 prochaines semaines avant le déclenchement des élections.
Bon, Antonine, on a entendu effectivement plusieurs commentaires d'observateurs déçus du fait, on l'a mentionné, qu'il n'y ait pas de ministre, notamment dans l'Est du Québec. Des déceptions aussi quant à la protection de la langue française, avec un tout nouveau chapeau là, que va porter Stephen Guilbeault pour l'identité canadienne. Est-ce que ça vous chatouille, ça? Oui, et ça devrait chatouiller beaucoup de gens, pas seulement au Québec. C'est les francophones hors Québec qui reçoivent une claque au visage aujourd'hui, surtout en plus qu'on ajoute à tout ça une ministre de l'Immigration qui pense que le français n'est pas en déclin, n'a pas besoin d'être protégé au Québec. Ça démontre quand même un manque de sensibilité de la part de ce nouveau chef, de ce nouveau premier ministre. Il ne semble pas avoir une grande connaissance fine de ces enjeux-là. Et ça démontre aussi qu'en temps de crise, comme on connaît à l'heure actuelle, bien, il y a beaucoup d'enjeux qui se retrouvent à être mis en veilleuse et c'est dommage parce que ça demeure extrêmement important et c'est pas seulement à M. Trump de dicter l'agenda à l'intérieur du pays. Donc oui, il y a une inquiétude à ce niveau. Bon, on disait tout à l'heure un conseil qui est dominé, entre autres, par une dizaine de ministres là, du côté de l'Ontario. Est-ce qu'on est en train de placer nos billes, là, Dimitri? On veut, dans le fond, donner le pouvoir là où l'élection va se jouer, c'est ça? Je vais encore une fois être très franc avec vous sur la question, est-ce que ce cabinet, parce qu'il y a 10 de l'Ontario, 3 du Québec, aucun de l'Alberta, est-ce que ça a un impact électoral? Zéro. La campagne va se jouer entre Mark Carney et Pierre Poilievre. Je conclus en disant ceci. Si les gens ne se déchirent pas les chemises sur la parité qui a été éliminée et sur l'abandon des langues officielles, là, je vais noter le vrai double standard. Si jamais un gouvernement conservateur avait fait ceci aujourd'hui, les manchettes de main d'un océan à l'autre sur la parité et les langues officielles seraient très négatives. Vous êtes d'accord, Antonine? Oui, effectivement. Là, c'est comme si on pardonnait un peu tout. Je pense que M. Carney profite d'une vague assez exceptionnelle qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment balayées sous le tapis et que tout à coup, c'est pas très grave. Et il y a aussi le fait qu'il arrive après des années Trudeau où on mettait beaucoup ces éléments de l'avant, notamment sur la diversité, l'inclusion. Et là, tout à coup, on se dit, bon, peut-être aussi que c'est un élément différenciateur avec M. Trudeau. C'est pas quelque chose qu'on va mettre énormément de l'avant. Le message aujourd'hui des libéraux, c'était quoi? C'était de dire qu'on est prêt, qu'on va avoir la situation sous contrôle, même pendant une campagne électorale. Et il y avait cette gymnastique extrêmement compliquée qu'il fallait accomplir, de continuité, de stabilité, d'expérience, mais en même temps d'essayer de démontrer avec les mêmes joueurs. Dimitri a tout à fait raison. On n'a pas beaucoup, on n'a pas de nouveauté de joueurs de l'extérieur qui arrivent, de montrer qu'on était différent de M. Trudeau. Sur la question de couper à la tronçonneuse ou pas couper à la tronçonneuse, juste un petit point, c'est quand même très intéressant, OK? Parce que quand moi, je regardais l'offre sur la question de l'efficacité gouvernementale, une fonction publique énorme, des dépenses qui ne finissaient plus de finir sous Justin Trudeau, et de l'autre côté, où est-ce qu'on a un Pierre Poilievre qui, on le sait, là, qui risque de faire des coupes paramétriques. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des ministres, à un moment donné, qui prennent leur ministère et qui fassent du ménage et qu'on retrouve effectivement une certaine efficacité. Des fois, peut-être que ça va passer par des coupes et des compressions budgétaires, mais des fois, non. Le ministère de l'Immigration, notamment, est un désordre complet. C'est pas en venant faire des coupes paramétriques qu'on va régler la situation. Donc, ce message-là est important et ça devra faire partie des débats pendant la campagne. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un gros chantier aussi. Ça ne se réglera pas d'ici l'élection. Je vous laisse le mot de la fin, Dimitri. Oui, bien, je ne lâche pas le morceau sur la parité. Donc, on va la faire ici sur les ondes de Radio-Canada. Excluant M. Carney, il y a 12 hommes et 11 femmes. On enlève David McGuinty et on met Karina Gold, qui a été aussi candidate à la chefferie. Et voilà, nous avons la parité. Bon, à l'évidence, c'est pas le choix qui a été fait, mais bon. Et je pense qu'on va en débattre encore pendant un certain temps et on va se retrouver de toute façon en campagne électorale très bientôt. Dimitri, Antonine, ça a été un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Merci, à la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.